Merci déjà pour mon invitation pour intervenir dans cette troisième journée bois énergie qui monte progressivement en gamme, hein, puisque c'est sa troisième édition. Côté ministère de l'Agriculture, effectivement, cet événement est sous le double patronage du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Transition énergétique. Mon collègue de la DGC interviendra après moi et complétera mes propos sur les volets qui sont propres à ce ministère. Donc vous allez dire pourquoi le ministère de l'Agriculture, la forêt effectivement dans le domaine de compétence du ministère de l'Agriculture, donc on pilote la politique forestière et c'est là-dessus que je vais intervenir. J'interviendrai un peu moins sur les objectifs de politique énergétique et de climat qui seront les propos de mon collègue qui viendront derrière moi. Donc je vais vous parler essentiellement de forêt qui rejoindront un peu les propos des deux intervenants précédents. Donc moi je suis Sylvain Réalon, donc je travaille au ministère de l'Agriculture, je suis sous-directeur en charge des filières forêt, bois, cheval et bioéconomie à la direction générale des politiques économiques. Donc, côté forêt, comment on voit le bois énergie? Pour nous, effectivement, nous nous occupons de gestion forestière durable. Le bois énergie est une des modalités de valorisation de la production forestière, de ces gestions forestières. Et on le voit comme un tout, c'est-à-dire au sens où l'ensemble des usages intervient en complémentarité et non pas en opposition. Et je vais illustrer mes propos au travers de l'objectif de développement du bois d'œuvre, notamment qui est cohérent avec l'objectif de décarbonation de l'économie, de la trajectoire carbone. Pour pouvoir avoir du bois d'œuvre, il va nous falloir avoir aussi des systèmes de gestion qui valorisent le bois énergie, notamment au moment des phases d'entretien des jeunes pousses pour atteindre des bois de plus haut calibre qui permettront d'atteindre le domaine de la construction. Pareil au niveau du bois énergie, du bois d'œuvre, pardon, les industries de transformation du bois, donc les scieries notamment, pour pouvoir effectivement produire des planches et des éléments de construction, vont avoir des coproduits. Et ces coproduits, aujourd'hui, doivent trouver un débouché, trouvent essentiellement un débouché dans le domaine du bois industrie, mais aussi du bois énergie. Donc tout ça pour vous dire que pour pouvoir avoir du bois d'œuvre, il nous faut une valorisation de bois énergie. Et je dirais même que pour avoir une valorisation de bois énergie qui est plutôt un système de coproduit, il nous faut une valorisation de bois d'œuvre. Donc les deux trajectoires bois d'œuvre et bois énergie doivent être vues ensemble et non pas en opposition, à la fois au niveau des politiques locales, nationales et européennes. Et ça nous semble important, et en tout cas c'est au cœur de la politique forestière nationale, partagée largement en interministériel. Et donc c'est là-dessus que je voulais ouvrir mes propos, en mettant en focus du coup sur une des actions ces derniers temps de l'État au travers de France 2030 qui a retenu le secteur forêt-bois comme même des secteurs stratégiques et notamment a mis en place au travers de l'action de l'ADEME actuellement des aides à l'aval du secteur, notamment sur le développement en capacité de l'industrie du bois et la valorisation de l'énergie dans cette industrie qui va permettre là aussi de démultiplier les efforts de l'aval et leur performance et la valorisation côté énergétique. Donc comme je vous disais, nous on voit l'ensemble des usages comme un élément de complémentarité. Alors effectivement, je ne vais pas vous cacher que les objectifs de décarbonation et de trajectoire carbone, nous on le voit positivement, hein, bien sûr au ministère de l'Agriculture, parce que c'est un élément de ressources, de revenus, de prix peut-être un peu plus élevés pour les propriétaires qui en ont bien besoin face aux investissements qu'ils ont à réaliser, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais en même temps un point d'attention. Et je voulais aussi partager ce point-là, c'est ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui dans le jargon, le bouclage de la biomasse, c'est-à-dire comment répondre aux demandes, aux besoins, à l'ambition de décarbonation dans un certain nombre de secteurs par rapport à la ressource disponible, bien sûr en France, en Europe, on pourrait dire, mais dans le monde aussi. Mais on va s'occuper plutôt de la France, qui est ce qu'on connaît le mieux. Parce que certes, nous sommes sur une ressource naturelle renouvelable, gérée durablement, en tout cas c'est comme ça que nous y travaillons, mais elle a de fait, comme toute ressource naturelle, des limites physiques. Certes, elle pousse grâce au soleil, à la qualité du sol, mais elle va subir aussi les aléas du changement climatique, donc une croissance moindre, des épisodes sanitaires intenses, des incendies, mais aussi parce qu'elle est limitée de par sa superficie, sa croissance est limitée sur une année, et donc nous ne pouvons pas démultiplier cette ressource à l'infini. Donc ce qui veut dire que l'enjeu qui va nous occuper fortement
entre les différents acteurs à la fois de l'énergie, mais aussi de l'industrie et la partie forestière, et ça concernera aussi les travaux entre les ministères et les opérateurs qui travaillent sur ces secteurs, c'est bien sûr cet enjeu de croisement entre l'offre et la demande, tout en étant garant d'une gestion durable forestière. Donc je pense que ce que a traduit le CEPF tout à l'heure, hein, les représentants des propriétaires forestiers européens à l'instant, c'est au niveau européen, c'est un peu cette inquiétude qu'on traduit dans les textes européens. C'est-à-dire, mais diable, que va-t-il se passer dans nos forêts si le bois énergie se développe massivement? Donc effectivement, il y a une ambition de définir un certain nombre de concepts, de principes, de les encoder dans le droit européen qui n'étaient pas présents jusqu'à aujourd'hui. Nous, au niveau français, nous jugeons un peu plus confortables puisque nous sommes riches d'un code forestier qui a fait ses preuves et en tout cas qui est en route depuis plusieurs décennies dans un objectif de gestion durable et multifonctionnelle. Donc on peut s'y appuyer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin et améliorer un certain nombre de principes et de fonctionnement. Mais voilà un peu les éléments de contexte. Donc l'exemple effectivement de RED est assez illustratif de cette inquiétude, puisque c'est un texte énergie renouvelable, donc je ne reviendrai pas sur les objectifs qui sont portés plutôt côté énergétique, mais plutôt sur les modalités de la durabilité. Donc il y a un travail qui a été conduit par le CIB d'analyse de risque, en lien avec les ministères et l'ADEME et l'ensemble des acteurs de la filière énergie. Donc je souhaite les remercier, qui a conduit du coup à un travail assez dense, donc au travers de l'analyse de risque et des critères qui étaient identifiés dans cette directive RED, et effectivement qui aboutit à la conclusion que le risque est faible et négligeable au niveau de la France. Donc ce rapport sera important effectivement pour l'ensemble des acteurs qui vont devoir justifier, attester de la durabilité de la biomasse forestière qu'ils vont utiliser au nom de cette directive. Alors pourquoi ils en sont arrivés à cette conclusion? Le CIB, comme je dis, nous on est assez confortable au sens où on juge que le code forestier apporte un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est la mise sous document de gestion durable d'un certain nombre de forêts, notamment obligatoires pour certains seuils. Pour rappel, on a la moitié de la forêt française aujourd'hui qui est couverte par des documents de gestion durable. Voilà. Nous avons également des autorisations de coupe pour ceux qui n'ont pas de documents de gestion durable, qui permet effectivement de s'assurer de la soutenabilité de ce qui est pratiqué, du programme engagé par le propriétaire. Donc en tout cas, la conclusion, elle est ainsi de l'analyse de risque. Donc elle sera publiée dans les semaines qui viennent sur les sites des ministères. Elle sera un élément important pour mettre en œuvre cette directive RED 2. Comme l'a indiqué la collègue européenne, il y a RED 3 effectivement qui rentrera en application prochainement et qui exigera de fait une réévaluation, une actualisation de cette analyse de risque au niveau des critères qui ont été complétés dans cette nouvelle directive et qui rentreront en vigueur dans quelques années. Voilà sur ce point-là, et merci aussi pour le travail qui a été réalisé de qualité avec précision sur les aspects à la fois techniques et juridiques. Maintenant, je vous propose de revenir sur l'actualité nationale, qui est la planification écologique. La forêt fait partie des chantiers prioritaires qui ont été identifiés par la Première ministre et le gouvernement dans le domaine de la planification écologique. Donc, je vais vous dire à peu près où on en est et surtout les grands chantiers qui nous occupent aujourd'hui. Le premier, effectivement, ce qui a été mentionné, je pense que vous avez tous en tête les incendies hors normes de l'été dernier. J'espère, on va toucher du bois, que cet été sera peut-être moins problématique. Donc il y a eu un sursaut, on va dire, d'évaluation et de remise à niveau de la politique de défense des forêts contre l'incendie. Effectivement, il est impératif de préserver les forêts, pas uniquement pour ce qu'elles sont, on va dire, mais aussi pour les fonctions qu'elles apportent et les services qu'elles rendent, et notamment les services de production de matériaux et de bois énergie dans les années à venir. Et donc, il y a une ambition qui a été réaffirmée par le président de la République il y a quelques jours dans ce déplacement dans le Gard, de remettre à niveau ces actions de prévention et de lutte au regard de l'évolution du risque incendie. Le risque incendie s'intensifie dans les régions historiquement concernées, le sud de la France, en région PACA. Il n'y a pas vraiment de sujet, ils ont toujours connu des incendies de forêt, etc. On observe une intensification du risque dans ces régions historiques. Nous avons aussi une extension du risque en France,
dans les territoires qui étaient peu ou pas concernés, qui inquiète, puisque ces forêts, il n'y a pas de gouvernance, de pilotage d'une maîtrise du risque, il n'y a pas d'aménagement dans ces forêts, il n'y a pas forcément les équipements pour intervenir en lutte d'une manière efficace et rapide. Et donc c'est vraiment une préoccupation. Donc il y a différentes actions qui ont été déjà engagées et avec des décisions fortes du gouvernement ces derniers mois pour la saison là, qui démarre des incendies de cet été. Mais il y a d'autres actions qui sont en cours d'être mises en œuvre, notamment par l'action des parlementaires avec une loi qui est en train d'être finalisée sur les incendies de forêt qui permettront de réarmer, d'amplifier certains outils. Et enfin, nous avons beaucoup de travaux de projection pour essayer d'anticiper ce risque, ce niveau de risque, où, quand, comment et quels moyens il faudrait mettre en œuvre. Nous, au ministère de l'Agriculture, on prône bien sûr une action de prévention qui coûte moins cher à l'État, qui permet aussi de préserver les écosystèmes forestiers et l'ensemble des fonctions. Et il y a différents outils, notamment un que je souhaite vous rappeler, parce que nous sommes tous concernés par ce risque en tant que citoyens, c'est les obligations légales de débroussaillement. Alors 9 à 110 sur 10 sont liés en général à une activité humaine, et donc il est important de gérer l'interface entre l'homme et la forêt. Et donc les obligations légales de débroussaillement qui s'appliquent dans les zones concernées, c'est une zone effectivement de 50 mètres à débroussailler, qui permettent d'éviter à la fois la propagation d'un départ de feu involontaire, bien entendu, de l'activité humaine vers un espace forestier, mais aussi l'inverse, un espace forestier qui a pris un feu permet de protéger l'infrastructure humaine et de ne pas trop mobiliser aussi les forces de lutte qui viendront les préserver. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, le changement climatique, c'est le renouvellement forestier, qui est un axe essentiel. Donc le changement climatique est à la fois porteur, enfin, et la forêt est porteuse de solutions, on va dire, par rapport au changement climatique, et c'est l'objet, je pense, de la journée d'aujourd'hui, mais aussi un point de fragilité pour la forêt, puisqu'elle va subir les stress hydriques, sanitaires, les incendies conventionnés. La stratégie qui est retenue aujourd'hui, c'est d'engager le renouvellement et l'adaptation de ces forêts face au changement climatique. L'enjeu est immense, on est en train d'évaluer un peu l'état des dégâts de vulnérabilité de la forêt française. On pourrait dire, on va dire que le climat du Sud est en train de migrer vers le Nord, et des essences qui étaient à l'aise dans le Nord vont devenir de moins en moins. Moins d'eau, plus de chaleur, les arbres vont croître moins vite. On peut imaginer effectivement du coup que ces forêts seront moins en forme, voire peuvent disparaître. Donc l'enjeu, c'est d'engager ce renouvellement, qui est une action volontaire de l'action humaine, par des actions d'amélioration, de régénération naturelle qu'on guide pour choisir les meilleures essences adaptées au climat du futur, mais également des activités de plantation qui sont mises en œuvre. Donc pour ça, France Relance a initié une première dynamique. On a eu à peu près 210 millions d'euros d'aides qui ont été engagés dans les dossiers, qui représentent 58 millions 46 000 hectares de forêts qui ont été renouvelés pour 58 millions d'arbres plantés. Ça se poursuit maintenant sur France 2030 avec l'opérateur ADEME qui va ouvrir son guichet dans quelques jours avec une tranche supplémentaire de 150 millions d'euros. Et il y a eu des engagements qui sont en train d'être discutés entre les membres du gouvernement pour pérenniser le dispositif de financement renouvellement forestier à partir de 2024, puisque bien sûr le sujet va se gérer sur le temps long. Donc voilà sur l'enjeu du renouvellement forestier. Notre objectif, c'est de sécuriser le puits carbone et l'ensemble des fonctions de la forêt. Donc c'est bien sûr, on travaille sur la sylviculture et la forêt en premier lieu, mais l'impact est indirect sur l'ensemble des objets. Donc il s'insère en cohérence avec l'objectif de développement des usages du bois, notamment du bois énergie. On pourrait même dire que renouveler le forêt va certainement mettre plus de bois sur le marché, notamment du bois accidentel, puisque les forêts qui brûlent, des forêts qui sont attaquées par des insectes, c'est des bois qu'il va falloir sortir pour engager ce renouvellement, et donc du bois qu'il va falloir valoriser dans les différents circuits logistiques et filières en fonction des qualités propres de ces bois, et notamment le bois énergie, bois industrie, bois d'œuvre. Chacun y a sa part, et on souhaite effectivement que les acteurs de la filière de l'aval puissent s'engager avec l'amont forestier pour structurer cette gestion des forêts en cours de renouvellement. Le troisième point, c'est la massification de la gestion durable des forêts. Je vous disais tout à l'heure que la moitié des forêts sont sous document de gestion durable. Si on dézoome un peu et qu'on regarde spécifiquement la forêt privée, peut-être ça ne fera pas plaisir à la collègue européenne qui représente les propriétaires forestiers privés, mais la forêt privée, c'est 3/4 de la forêt française. Mais
seulement un tiers de cette forêt est aujourd'hui sous document de gestion durable. Aujourd'hui, on a donc du coup un quart de la forêt qui est forêt publique, qui est à 100% sous document de gestion durable agréé par l'État. Notre objectif, qui est assez inscrit depuis pas mal de temps, mais qui va reprendre une nouvelle dimension avec la planification écologique, c'est d'augmenter, massifier cette gestion durable de la forêt privée. Alors, il n'y a pas d'objectif aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'aller chercher les propriétaires, de les encourager à agir, à mettre en gestion leur forêt. Alors, la gestion, ce n'est pas juste pour sortir du bois, c'est d'abord tout pour engager une réflexion sur sa forêt, engager une réflexion sur l'adaptation de la forêt au changement climatique, la mettre en gestion durable, l'aménager face aux risques, comme mentionné le risque incendie, ça nécessite quand même une réflexion, notamment sur les dessertes d'accès et les protections de débroussaillement qu'on mentionnait sur certaines zones, mais également, bien sûr, permettra de mobiliser et d'inscrire ces propriétaires et cette forêt dans les filières économiques, notamment le bois énergie. Donc ça, c'est un objectif aussi fort qui est retenu dans les chantiers de la planification écologique avec des groupes d'experts qui sont réunis actuellement pour essayer d'identifier les leviers ou les freins à lever pour y parvenir. Donc je ne reviendrai pas sur le volet, on va dire, bois énergie ou bois d'œuvre de la planification écologique, qui est bien entendu un des volets de la planification. Je pense que le collègue de la DGEC interviendra d'une manière plus précise que moi. Peut-être faire un dernier zoom, si vous me permettez, si j'ai encore une fraction de seconde, pour faire un pas de côté. On parle de forêt, mais aussi, je pense, ça vous concerne, parler du développement des haies en France. Vous savez que fin avril, les ministres ont lancé un nouveau pacte, un chantier sur un nouveau pacte en faveur des haies. L'ambition des ministres, en tout cas du ministère de l'Agriculture, c'est bien sûr de réimplanter des haies en France, pour différentes raisons, mais également de mettre en place une gestion durable de ces haies et d'avoir une valorisation économique de ces haies. Donc c'est un chantier qui est important, qu'il faut faire avec grand tact, effectivement, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de débats sur la question de la gestion des haies. Donc il y a des groupes de travail qui vont être lancés, des concertations, etc. Je pense que vous êtes dans la boucle, les collègues des ministères le sont, l'ADEME certainement également. Donc il y aura ce chantier qui permettra là aussi certainement de compléter la biomasse disponible pour le développement de la filière bois-énergie au regard des objectifs de décarbonation de l'énergie et ENR. Donc je vous remercie, je ne ferai pas plus long, désolé si j'ai dépassé légèrement. Je vous remercie de votre attention. Donc tout ça pour vous dire que le bois énergie est totalement intégré dans la politique forestière nationale, qu'il y a des enjeux bien sûr de durabilité de cette gestion, de bouclage de la biomasse et qu'on y travaille au niveau européen et au niveau national en interministériel et qu'on travaille en très grande proximité avec la DGEC pour tous ces beaux sujets politiques, climatiques, énergétiques et forestières. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Réallon.